Le matin se levait sur Aparecida, bien avant que la lumière ne tombe sur le pays. Le sol sous son corps était dur et froid. La poussière collait à sa peau comme si elle en faisait partie. Elle avait 17 ans, mais son dos connaissait déjà la fatigue d'une longue vie. Dans cette maison de terre et de bois tordu, le sommeil n'était jamais le repos, juste un court oubli entre deux ordres. Quand elle se levait, ses mains ne tremblaient au pas de froid, mais de la peur d'être en retard. La voix de son père tranchait l'obscurité, rauque, lourde d'alcool. Chaque matin commençait de la même manière, avec hâte, avec obéissance, avec l'espoir muet de ne peut-être pas prendre de coups aujourd'hui. Aparecida bougeait en silence, comme si elle pouvait devenir invisible. La robe, délavée par le soleil et le temps, lui servait à la fois de vêtement de nuit et de travail. Personne dans cette maison ne voyait une jeune fille. Il ne voyait qu'un fardeau. Cela n'avait pas toujours été ainsi. En elle, elle portait une image, floue comme une vieille photographie. Sa mère, l'odeur de la nourriture cuite, un sourire qui connaissait la chaleur. Depuis 8 ans, ce souvenir était tout ce qui lui restait. Avec la mort de sa mère, quelque chose s'était brisé chez son père. Il ne restait qu'un homme qui buvait pour oublier et frappait pour sentir. La nouvelle femme n'apportait aucun ordre, seulement une autre forme de cruauté. Les mots pouvaient être plus acérés que les ceintures. Dans la petite cuisine, Aparecida souffla sur les braises. Le feu devait brûler, le café être prêt à temps. Chaque erreur avait un prix. Elle travaillait, le regard baissé, mesurant l'eau avec soin, toujours entre trop et pas assez. Son silence était sa seule protection. Elle avait appris tôt que la résistance ne changeait rien ici, si ce n'est la dureté de la punition. Dehors, le soleil attendait déjà, impitoyable comme chaque nouveau jour. La terre était sèche, craquelée, comme si elle avait désappris à pleuvoir. Pour d'autres, l'horizon pouvait promettre la liberté pour Aparecida. Ce n'était qu'une limite qu'elle ne devait jamais franchir. Pauvre, sans école, sans personne pour la protéger. Son monde était fait de devoirs et de peurs. Et pourtant, au plus profond d'elle, quelque chose survivait. Un rêve discret d'une vie qui pourrait être différente. Un espoir aussi fragile que le feu qu'elle rallumait chaque matin. Elle ne savait pas que ce jour serait le dernier à commencer comme tous les autres. En fin de matinée, une étrange agitation flottait sur la cour. Aparecida la sentit, avant même de voir quoi que ce soit. Son père avait changé de chemise, Zepha lissait nerveusement ses cheveux. Elle ne connaissait pas de tels gestes. Dans cette maison, l'effort ne valait la peine que si quelque chose était à gagner. Aparecida posa la cruche d'eau et attendit l'ordre qui ne manquerait pas d'arriver. Puis, la voiture apparut. Noire, brillante, déplacée sur la route poussiéreuse, comme si elle venait d'un autre monde. Aparecida n'avait jamais rien vu de pareil. Elle était là comme une promesse, mais aussi comme un avertissement. Zepha lui ordonna de se laver, d'enfiler la vieille robe de sa mère, de frotter la saleté de son visage. Le ton était plus mielleux que d'habitude, et c'est précisément cela qui fit frissonner Aparecida. On lui dit qu'un homme riche de la ville voulait voir la propriété. Une chance, disait-on. Pourtant, Aparecida ne comprenait pas pourquoi elle devait soudainement être présentable. Normalement, il souhaitait qu'elle soit invisible. Tandis qu'elle s'habillait, elle ressentit un malaise qu'elle ne pouvait nommer. L'espoir était quelque chose de dangereux, elle le savait. Mais elle s'y accrochait, car elle n'avait rien d'autre. Quand elle sortit dans la cour, elle le vit. Grand, calme, dans un costume qui semblait valoir plus que tout ce qu'elle avait jamais possédé. Ses yeux s'attardèrent un instant de trop sur elle, non pas désirants, non pas amicaux, mais scrutateurs. Aparecida baissa les yeux, ses mains se crispèrent sur le tissu de sa robe. Elle ne se sentit soudain plus comme un être humain, mais comme quelque chose qu'on regardait, qu'on évaluait, qu'on classait. L'homme se présenta, parla poliment, d'une voix qui ne convenait pas à cet endroit. Aparecida comprit à peine ces mots, seulement la tension qui régnait entre lui et ses parents adoptifs. Quelque chose était en négociation. Elle ne savait pas encore quoi. Mais elle sentait que cette visite n'était pas un hasard. Qu'avec l'apparition de cet étranger, une porte s'était ouverte qui ne pouvait plus se refermer. Pour la première fois depuis longtemps, elle eut l'impression d'être vue. Et en même temps, la peur que ce soit précisément cela qui puisse causer sa perte. Aparecida entendit la vérité sans que personne ne la lui dise.
Elle se tenait dans l'ombre de la porte de la cuisine, invisible comme si souvent, lorsque les voix de son père et de Zépha se firent plus basses. L'argent tombait, sobre et lourd, entre leurs mots. Il ne s'agissait pas de la terre, pas du sol qui était mort depuis longtemps, il s'agissait d'elle. À ce moment-là, Aparecida comprit que sa place dans cette maison n'avait jamais été celle d'une fille, mais celle d'une marchandise qu'on avait gardée longtemps, jusqu'à ce qu'un acheteur se présente enfin. Le montant fut nommé, négocié, augmenté. Chaque phrase coupait plus profondément qu'un coup. Son cœur battait la chamade, ses jambes voulaient céder, mais elle resta debout, comme enracinée. L'homme de la ville parlait calmement, presque objectivement. Il voulait l'emmener le jour même. Pas de temps pour les questions, pas pour les adieux. Son père hésita un court instant, par habitude, non par amour. Puis il accepta. Quand Aparecida revint dans la cour, la décision était prise depuis longtemps. Zépha lui intima d'apporter de l'eau, de mettre la table, de ne pas faire d'histoire. Tout sembla soudain irréel, comme si elle se déplaçait dans un rêve dont elle ne pouvait s'éveiller. Elle ne ressentait ni colère ni larmes, seulement une froideur vide. Être vendue signifiait qu'elle n'avait plus le droit de décider de rien elle-même. Dans la voiture, ses mains tremblaient alors qu'elle tenait le sac en tissu contenant ses quelques affaires. Elle ne regarda pas en arrière quand le moteur démarra et que la cour devint plus petite derrière eux. C'était là que se trouvait toute sa vie, aussi cruelle qu'elle ait été. Et pourtant, c'était la seule qu'elle avait connue. Maintenant, la route l'emmenait loin de tout ce qui lui était familier, vers un inconnu qui lui faisait plus peur que n'importe quelle nuit sur le sol dur. À côté d'elle, l'homme était assis en silence, les yeux fixés sur la route. Aparecida ne savait pas ce qu'il voulait d'elle, seulement qu'elle lui appartenait. À chaque mètre parcouru par la voiture, elle s'éloignait de la fille qu'elle avait été, et elle pressentait que rien de ce qui l'attendait ne serait facile. La première nuit loin de la Roça sembla irréelle pour Aparecida. Dans la petite ville, les gens s'arrêtèrent quand la voiture s'immobilisa. Leurs regards se posèrent sur elle, sur le couple étrange, sur la honte silencieuse que personne ne prononçait, et pourtant que chacun pensait. Aparecida baissa la tête. Elle connaissait ce regard. Il disait « Tu n'as pas ta place ici ». Dans l'auberge, l'homme parla calmement, commanda à manger pour elle, comme si c'était naturel. L'assiette était pleine, l'odeur étrangère et alléchante. Elle mangea lentement, de peur que quelqu'un ne le lui enlève. À côté d'elle, il resta poli, distant. Aucun contact, aucun faux mot. Cette retenue la troubla plus que n'importe quel geste grossier. Elle s'attendait à autre chose. Quand ils entrèrent dans la chambre, elle resta immobile près de la porte. La pièce était petite, propre, avec un lit qui semblait plus doux que tout ce qu'elle connaissait. L'homme posa son sac et lui dit de prendre le lit. Il dormirait sur le fauteuil. Aparecida ne comprit pas immédiatement. Elle demanda doucement si elle pouvait dormir par terre. La réponse fut ferme, presque brusque. Non, plus jamais par terre. Il y avait dans cette voix quelque chose qu'elle ne pouvait identifier. Aucun désir, aucune colère. Peut-être une promesse, peut-être juste une pensée qu'il ne connaissait pas encore lui-même. Aparecida s'allongea habillée sur le lit, le regard fixé au plafond. Le confort apaisa son corps, pas son cœur. Pendant la nuit, elle se réveilla plusieurs fois. Une fois, elle le vit debout près de la fenêtre, le dos tourné vers elle, perdu dans ses pensées. Pendant un instant fugace, il parut solitaire, presque brisé. Puis elle se souvint. Il l'avait acheté. Quoi que cette quiétude signifiât, cela ne changeait rien. La sécurité lui semblait étrangère, et la confiance encore plus. Le lendemain matin, la voiture se remit en mouvement. Le paysage changeait lentement. Le gris de la terre sèche cédait la place à une verdure qu'Aparecida ne connaissait que par ouï-dire. Elle osait à peine demander où ils allaient. La peur lui serrait trop la gorge. Pourtant, à un moment donné, elle ne put plus supporter le silence. Que voulait-il d'elle ? Demanda-t-elle doucement, sans le regarder. L'homme respira difficilement, comme s'il portait un fardeau qu'il avait longtemps caché. Puis il commença à parler, non pas hâtivement,
non pas en s'excusant, mais avec une sobriété qui rendait chaque syllabe lourde. Maria das Dores était sa mère, dit-il, sa vraie mère. Tonneau l'avait seulement élevée, pour des raisons qui tenaient plus à l'argent qu'à l'amour. Aparecida écoutait comme s'il parlait d'une autre vie, pas de la sienne. La phrase suivante la frappa comme un coup. Son père biologique était Ricardos, le jeune frère d'Augusto. Un homme qu'elle n'avait jamais connu, mort depuis longtemps. À ce moment, tout ce à quoi elle s'était raccrochée s'effondra. La cruauté de Tonzo, la froideur de Zepha, même les quelques souvenirs de sécurité, tout perdit son appui. Rien n'avait été comme elle l'avait cru. Aparecida ne demanda rien, ne pleura pas. Elle fixa la fenêtre, tandis qu'en elle, quelque chose se brisait définitivement. Si même son origine était un mensonge, que lui restait-il ? Augusto continua à parler de culpabilité, de devoir, de choses qui devaient maintenant être rectifiées. Ces mots sonnaient raisonnables, presque justes. Pourtant, pour Aparecida, ils semblaient vides. Elle ne comprit qu'une chose. Même cette vérité ne lui enlevait rien de ce qu'elle avait souffert. Elle ne faisait que l'expliquer. Et tandis que la voiture continuait, Aparecida comprit qu'elle n'avait pas seulement perdu son ancien monde, mais aussi le dernier soutien en elle-même. La maison apparut comme un décor d'une vie étrangère. Aux murs, portails en fer forgé, marches en pierre claire. Aparecida descendit de la voiture et serra plus fort son sac en tissu, comme s'il pouvait la protéger. À l'intérieur, ça sentait la propreté et l'argent. Une femme la conduisit silencieusement à l'étage, lui montra une chambre plus grande que tout ce qu'elle avait jamais foulé. Un lit à baldaquin, des rideaux, un miroir qui lui renvoyait un visage qu'elle reconnaissait à peine. Elle se baigna, enfila de nouveaux vêtements, sentant le tissu sur sa peau comme une langue étrangère. Au dîner, elle s'assit à une longue table, dressée pour plusieurs, mais ne nécessitant que 2 convives. Augusto parla d'instruction, d'apprentissage, d'opportunité. Sa voix était calme, contrôlée. Pour Aparecida, ces mots sonnaient comme les règles d'un jeu dont elle ne connaissait pas le but. Puis Clarisse apparut, belle, froide, parfaite. Son regard mesura Aparecida de haut en bas, s'attarda sur ses mains qui portaient encore le souvenir du travail. Aucun mot ne fut prononcé, mais la répugnance était manifeste. Aparecida baissa les yeux. Elle comprit immédiatement. Dans cette maison, elle était tolérée, pas bienvenue. Pendant la nuit, elle resta éveillée, entendant des pas, des voix étouffées. Le luxe rendait le silence plus lourd. Elle se sentait plus petite que jamais, prise entre la gratitude qu'on attendait d'elle et une honte qui n'était pas la sienne. Ce n'était pas un foyer, c'était une cage, dorée et silencieuse. Et elle savait qu'elle devait apprendre à y survivre. Un après-midi, alors qu'Augusto était en voyage, une porte s'ouvrit qui ne lui était pas destinée. Aparecida entra dans le bureau, prudemment, presque avec révérence. Il y avait des papiers, de vieilles pages de journaux, des lettres. Des mots lui sautèrent aux yeux, comme de l'eau froide. Sa mère avait 14 ans. Pas une promesse d'amour interdit, pas un conte tragique. Un scandale payé par le silence. L'argent avait tout recouvert. La honte de la famille, la souffrance d'une jeune fille, sa propre origine. Aparecida sentit son estomac se serrer. Elle n'avait pas été un hasard, elle était une preuve. Et les preuves devaient être contrôlées. Parmi les documents, elle trouva un rapport, sobre, objectif. Des photos d'elle au travail, des notes sur son état, une phrase qui lui coupa le souffle. Retrait immédiat recommandé. C'est là qu'elle comprit pourquoi elle était ici. Quand elle quitta la pièce, elle était plus silencieuse qu'avant. Mais le silence avait changé. Ce n'était plus seulement une protection, c'était une décision. Aparecida commença à apprendre, plus vite que prévu. Non par gratitude, mais par nécessité. Elle observait, écoutait, retenait tout. Dans cette maison, on ne gagnait pas avec des larmes, mais avec de la patience. Pendant la nuit, elle murmura le nom de sa mère. Non pas comme une plainte, mais comme une promesse. Elle ne disparaîtrait pas comme une erreur qu'on enferme, elle attendrait. Et quand le moment viendrait, elle parlerait. La soirée où Tonneau apparut sentait l'alcool et la vérité menaçante. Aparecida entendit encore sa voix avant de le voir. Forte, exigeante, pleine d'avidité. Il n'était pas venu pour la voir.
Il était venu chercher de l'argent, pour menacer, pour utiliser le passé comme une arme. Augusto le rencontra avec une politesse glaciale, mais la tension était palpable dans la pièce, lourde comme un orage sur le point d'éclater. Les mots devinrent plus acérés, les gestes plus incontrôlés. Tonneau vacilla, rit, cracha ses accusations. Aparecida se tenait en haut de l'escalier, incapable d'intervenir, incapable de détourner le regard. Puis tout se passa en un souffle. Un faux pas, une poussée, l'impact violent. Le bruit des os sur la pierre déchira le temps. Tonneau gisait immobile, le sang se répandant sur le sol clair. Aparecida s'agenouilla à côté de lui, appelant l'homme qui avait empoisonné sa vie et pourtant l'avait façonné. À ce moment, il n'était plus que le seul homme qu'elle ait jamais appelé père. Augusto parla calmement, trop calmement. Un accident, dit-il. Des mots comme des boucliers. Il pensait déjà plus loin, calculait, pesait. La police signifiait un scandale. Un scandale signifiait une perte. Ce qui suivit se déroula comme dans un brouillard. Désordre, le silence, le nettoyage. Aparetida fit ce qu'on lui demandait, non par consentement, mais par choc. Quand elle fut seule plus tard, elle réalisa que quelque chose d'irrévocable s'était produit. Non seulement une personne était morte, une limite avait été franchie, et elle en faisait maintenant partie. Cette nuit-là, Aparecida comprit que la vérité était plus dangereuse que la pauvreté, et que sa vie serait désormais enchaînée à un secret qui n'était pas le sien. Les jours suivants furent plus silencieux que tout ce qu'Aparecida avait connu. Trop silencieux. Personne ne parla de Tonneau. Son nom disparut, comme s'il n'avait jamais existé. Augusto organisa, décida, rassura. Il lui dit de dormir, d'oublier, de regarder vers l'avenir. Les cachets rendirent ses pensées paresseuses, mais pas vides. La nuit, les images revenaient. L'impact, le sang, le regard qui ne voyait plus rien. Quand Augusto partit en voyage, la maison fut laissée dans un calme trompeur. Aparecida commença à observer, avec la patience qu'elle avait apprise dans la misère. Dans un carnet, elle trouva une entrée, brève et froide, une vieille ferme, un puits, une profondeur. Elle n'eut pas besoin d'en savoir plus. L'endroit avait un nom. Fazenda Bonfim. Elle savait que la connaissance avait un prix, mais ne pas savoir coûtait plus cher. Le matin, quand elle quitta la maison, sa décision était ferme, non par courage, mais par nécessité. Elle chevaucha sous la chaleur, sentant le chemin la ramener vers le monde d'où elle venait. Au puits, l'air sentait l'humidité et la décomposition. Elle n'avait pas besoin de voir pour savoir. Aparecida s'agenouilla dans la poussière et laissa les larmes couler. Non seulement pour Tonneau, pour sa mère, pour elle-même. Puis elle recouvrit tout, comme si rien ne s'était passé. Sur le chemin du retour, une pensée se forma, claire et calme. Le silence l'avait menée ici. L'apprentissage l'amènerait dehors. Elle attendrait. Et quand le moment serait venu, elle agirait. De retour en ville, Aparecida remit le masque. Elle apprit vite à sourire poliment, à répondre brièvement aux questions, à satisfaire les attentes. Cours, livres, règles, elle absorbait tout, non par gratitude, mais par préparation. La connaissance devint quelque chose de tangible, un outil qu'elle aiguisait sans que personne ne le remarque. La patience était son avantage. À l'église, entre les saluts chuchotés et les regards scrutateurs, l'inattendu se produisit. Une vieille femme s'arrêta, la fixa, murmura le nom de sa mère. Le souvenir n'était plus soudainement seulement dans la tête d'Aparecida. Il vivait en quelqu'un d'autre. Augusto l'entraîna, trop vite, trop fort. Sur le chemin du retour, personne ne parla. Pourtant, Aparecida savait. Une témoin était apparue. À la maison, la tension explosa. Clarisse perdit son sang-froid. Ses mots coupèrent plus fort que n'importe quelle main. Le coup fut dur, bruyant, et il libéra quelque chose. Aparecida se redressa, regarda Clarisse, sans baisser le regard. Pour la première fois, elle ne ressentit aucune peur, seulement de la clarté. Cette nuit-là, elle fit ses bagages en silence. Peu de choses. La photo de sa mère, un peu d'argent, une résolution. Elle partirait, non pas fuir, mais chercher. La vérité avait maintenant un visage et un nom, et elle savait par où elle devait commencer.
Avant même le lever du soleil, Aparecida quitta la maison. La ville dormait, comme si elle ne voulait rien savoir de ce qui allait bientôt être révélé. Elle trouva l'ancienne sage-femme dans un quartier qui semblait oublié. La femme ouvrit lentement la porte, examina longuement Aparecida et prononça finalement le nom de sa mère, comme si aucun temps ne s'était écoulé. À l'intérieur, ça sentait le café et les herbes séchées, le passé. Les paroles de la vieille femme étaient calmes, lourdes. Maria d'Asdorès était une enfant quand tout a commencé. Promesses, cadeaux, puis le silence. L'argent avait enterré le scandale. Un mari avait effacé les traces. Aparecida écoutait sans interrompre. Puis vint l'essentiel, un document, conservé par méfiance, un testament. Son père l'avait reconnu. Il lui avait laissé quelque chose. Pas de l'amour, mais la vérité. Elles allèrent ensemble à la police. Le scepticisme céda la place au silence lorsque les preuves furent de sur la table. Le même jour, la façade s'effondra. Augusto fut arrêté. Ses explications sonnaient creux. Le puits fut ouvert. Tonneau eut une tombe. Pas une bonne fin, mais une vraie. Aparecida se tenait à côté et respira pour la première fois librement. Elle n'avait rien gagné, sinon son nom et la certitude que le silence n'était plus nécessaire. Cela suffisait. Les mois qui suivirent s'écoulèrent en silence. Pas de grands gestes, pas de triomphe. Aparecida vivait désormais dans une petite maison, loin des murs qui l'avaient autrefois étouffée. L'argent qui lui revenait de droit ne changea rien à ce qu'elle avait perdu. Il n'y avait pas de compensation pour une mère trop jeune pour se défendre. Aucune pour un père qui l'avait maltraitée et qui pourtant avait été le seul qu'elle ait connu. Elle visitait la tombe de Tonneau, ne posait plus de questions. Le pardon n'était pas un acte soudain, mais un processus lent et douloureux. L'important était seulement qu'il n'ait plus disparu sans nom. Que la vérité ait été prononcée, même si elle n'apportait la paix à personne. Aparecida commença à apprendre, cette fois pour elle-même. Non pour plaire à quelqu'un, non pour cacher un secret. Elle parlait peu de son histoire. Elle ne la portait pas comme une blessure, mais comme une cicatrice, visible mais fermée. Parfois, elle repensait à la jeune fille qui se levait avant l'aube, la peur au cœur, la poussière sur la peau. Cette jeune fille n'avait pas disparu. Elle vivait en elle, comme un souvenir de ce qu'elle avait survécu. Et comme une preuve que même d'une vie bâtie sur des mensonges et la violence, quelque chose de propre pouvait naître. Pas un conte de fées, pas de rédemption, juste un début silencieux. Et cela suffisait. Des années plus tard, Aparecida ne se souvenait pas de date ni de jugement, mais du silence. Du silence après la vérité, qui ne faisait plus mal, mais laissait de l'espace. Elle avait appris que l'origine n'est pas un jugement et que la richesse n'est pas une protection. Ce qui restait, c'était la capacité de s'appartenir à soi-même. Elle travailla, étudia, se construisit une vie qui n'était pas spectaculaire, mais honnête. Parfois, quelqu'un posait des questions sur son passé. Alors elle souriait brièvement et changeait de sujet. Non par honte, mais par liberté. Son histoire n'était plus la première chose que l'on devait savoir d'elle. Quand elle pensait à sa mère, elle le faisait sans colère. Quand elle pensait à Tonneau, sans justification. Et quand elle pensait à Augusto, c'était seulement comme un rappel de la minceur du vernis de la bienséance. La vérité avait eu son prix, mais elle l'avait payé. Aparecida savait désormais. Le salut vient rarement de l'extérieur. Il commence le plus souvent là où l'on cesse de se taire,